chienne de vie, je t'aime. C'est l'histoire de Monique Brossard-Legrand que j'ai choisi aujourd'hui de vous partager. Le titre de son livre est très percutant, tout comme sa vie. Alors vous pouvez prendre un thé, un café, ce que vous voulez parce que la vidéo va être plutôt longue, alors je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. Salut tout le monde. Bon, alors comme vous le voyez, le format change, ça me fait un peu bizarre. On va tester comme ça pour le moment. En ce qui concerne le fond, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de meilleur endroit dans l'appartement pour filmer, donc on verra au fur et à mesure. Pour vous raconter l'histoire du jour, je me suis basée sur son livre, écrit par Monique elle-même. Nous sommes en 1979. Monique est âgée de 52 ans à cette époque. Elle a une vie très confortable, tant au niveau professionnel que sentimental. Elle pourrait rester là, à couler des jours heureux. Mais au fond d'elle, un souvenir la hante toujours. Alors elle va tout quitter pour partir à l'étranger, pour y effectuer une mission bien précise. 3 mois plus tard, à son retour en France, elle sera hospitalisée de toute urgence. Vous allez le voir, le titre de son livre n'est pas du tout exagéré. Il est à la hauteur de sa vie, de son enfance jusqu'à sa retraite. Cette femme mérite vraiment d'être connue et même reconnue. Alors, tout commence en janvier 1927. C'est cette année que Monique est née en Aquitaine à Bordeaux. Elle était une enfant désirée, mais ses parents auraient quand même aimé avoir un garçon. Sa mère vient d'un milieu paysan, assez pauvre, et son père, lui, est médecin. C'est ce qui lui permettra de bénéficier d'une éducation dans un milieu plutôt aisé. Elle grandira par contre isolée des autres enfants de son âge et à la place, pour remplacer les amis, ses parents vont l'entourer de beaucoup d'animaux. C'est sa mère qui gère toute son éducation et elle tient absolument à ce qu'elle ne fréquente que des enfants issus du même milieu qu'eux, c'est-à-dire d'un milieu bourgeois. Son père tient son cabinet dans leur maison et donc, dès toute petite, Monique adore aller le regarder en cachette. Elle est très attirée par ça et elle préfère rester le regarder faire pendant des heures plutôt que d'aller jouer comme la plupart des enfants. Plus tard, quand elle sera en âge d'aller à l'école, sa mère l'inscrira dans un couvent et alors Monique s'y épanouit. Elle adore les cours de catéchisme et elle adore aller à l'église. C'est son truc, elle aime vraiment ça. C'est une enfant très curieuse, avide d'apprendre, tout la passionne et elle est aussi très studieuse. Mais alors dès qu'elle rentre à la maison, elle est une enfant comme toutes les autres avec ses caprices et ses bêtises. Un peu garçon manqué aussi, elle préfère grimper aux arbres plutôt que de jouer comme les petites filles de son âge. Sa mère lui apprendra la persévérance et la réussite et par-dessus tout, elle tient à lui inculquer une éducation bourgeoise. C'est vraiment très important pour elle. Elle ne veut pas que Monique se marie avec n'importe qui, il faut que ça soit un homme du même statut social qu'eux. Alors, il y a une raison à tout ça. La mère de Monique ne veut pas tout simplement que sa fille connaisse le manque comme elle l'a connu, car elle vient d'un milieu vraiment très modeste et très pauvre. Et sa mère n'hésitait pas non plus à recadrer Monique. C'est-à-dire que quand elle était trop attirée par le matériel, elle faisait tout pour que sa fille garde quand même un certain équilibre. Et une fois, elle va même l'envoyer dans les quartiers pauvres de la ville, accompagnée d'une sœur, pour offrir des cadeaux aux personnes dans le besoin, pour que Monique se rende compte que bien la misère existe et que eux sont vraiment chanceux. Ce jour-là l'a particulièrement marquée et sera, je la cite, une leçon de vérité. Donc finalement, cette éducation plutôt fermée, on va dire ça comme ça, c'est surtout de l'inquiétude d'une maman pour son enfant et pour son avenir. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, tout le monde a un passé différent. J'explique surtout tout ça parce qu'il est important de comprendre l'enfance de Monique pour comprendre ensuite les choix qu'elle fera plus tard. Elle décrit son enfance comme très heureuse. La seule ombre au tableau, ce sont les engueulades régulières entre ses parents dont elle se souvient encore. Maintenant, on fait un bond jusqu'en janvier 1939. Monique est maintenant âgée de 12 ans. Son père vient de faire un AVC et son état est très inquiétant puisqu'il est paralysé. Malheureusement, 15 jours après, il succombera. Monique est donc très jeune quand elle perd son papa. C'est cette même année qu'elle entre aussi au lycée et c'est cette même année également que commence la Seconde Guerre mondiale. Monique, sa sœur et sa mère n'ont plus d'argent maintenant. Son père, en fait, n'avait rien mis de côté. Alors, la caméra vient de couper, je reprends l'enregistrement, ça fait au moins 10 fois. Donc, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, Monique, sa sœur et sa mère n'ont plus d'argent depuis le décès du papa. Alors, pour s'en sortir, sa mère décide de mettre une partie de la maison en location, les 3/4. Et elles vont se retrouver à vivre dans seulement 3 pièces.
Alors ce qui va se passer, c'est que oui, effectivement, une famille va venir vivre et louer cette partie de la maison, mais le mari de la famille est à la guerre. Et à l'époque, la loi veut que dans ce cas précis, on soit exonéré du loyer. Donc la mère de Monique ne recevra rien en échange. Leur train de vie n'est donc plus du tout le même, c'est vraiment compliqué. Dorénavant, chaque économie compte et sa mère se prive de nourriture pour pouvoir élever ses 2 filles. Les mois suivants apparaissent les premières étoiles jaunes, les magasins des Juifs sont marqués. Alors Monique, oui, est très jeune à cette époque, mais elle comprend tout de suite que ce qui se passe est injuste et grave. Par contre, il y a une chose qu'elle ne comprend pas et qu'elle demande régulièrement aux adultes. Pourquoi on fait du mal aux Juifs et pourquoi les autres ne font rien? Elle verra aussi les Allemands occuper la France dans les rues de sa ville. Elle explique dans le livre que malgré ce contexte de guerre et ces conditions de vie qui étaient devenues difficiles, elle a eu une adolescence heureuse. Mais la guerre, par contre, l'a marquée à tout jamais et elle gardera avec elle, en grandissant, ce sentiment de n'avoir rien pu faire, de n'avoir pas pu défendre cette injustice. Monique a maintenant 18 ans et elle va bientôt commencer son année préparatoire en médecine. Parce que oui, vous l'avez compris, pour elle, c'est une vocation. Elle est très douée dans ses études et elle est passionnée par ça. Mais sa vie va prendre un autre chemin. Une tournure assez inattendue, une autre passion, on va dire ça comme ça. L'été, juste avant de commencer son année préparatoire, elle rencontre l'amour. C'est son premier amoureux. Il s'agit de Pierre. Pierre est beau, intelligent, et puis il est riche. C'est le fils d'un industriel très fortuné. Monique tombe tout de suite follement amoureuse de lui. Alors on a tous connu ce premier amour qui nous fait perdre la tête. Eh bien Monique va perdre la tête à un point tel que ses études ne seront plus la priorité maintenant pour elle. Son rêve de devenir chirurgien a disparu. L'amour a tout pris, a tout emporté, a pris le dessus en fait sur tout le reste. Sa mère, forcément, vous vous en doutez, elle est très contente, c'est vraiment tout ce qu'elle espérait pour sa fille, qu'elle rencontre un homme riche pour qu'elle ne manque de rien. Pierre et Monique sont vraiment fous amoureux l'un de l'autre, alors ils se fiancent très vite, en décembre, et le mariage est prévu en mai de l'année suivante, soit en 1947. Elle tombe enceinte 1 mois après leur union. Elle continue ses études, du moins la première année préparatoire. Elle est heureuse, ils sont heureux, et finalement, elle abandonne ses études pour se consacrer entièrement à sa vie de famille. Mais comme dans la vie, rien n'est jamais rose, dans ce bonheur, il y a tout de même un point noir. Monique se sent très vite différente et à l'écart en fait de sa belle famille. Déjà parce qu'elle a la pommade et puis de par sa personnalité différente des autres jeunes femmes de son âge. Et alors en plus, entre les 2 familles, c'est les conflits. Les prises de tête sont récurrentes, le courant ne passe pas du tout. Monique est donc tiraillée entre tout ça, des conflits familiaux et surtout avec la belle famille, je pense que ça peut vraiment être très destructeur pour un couple. Et c'est ce qui se passe puisqu'elle voit sa relation avec Pierre petit à petit s'étioler. C'est dans ce climat qu'elle donnera naissance à leur fils Alain. La naissance de leur fils aurait pu apaiser les tensions entre les 2 familles, mais c'est pas du tout ce qui va se passer puisque seulement 2 ans après, c'est là qu'elle prend conscience finalement que son mariage est une erreur, qu'elle a idéalisé Pierre, qu'ils ne sont pas compatibles. Mais pour autant, elle ne le quitte pas. Alors déjà parce que sa mère le lui déconseille fortement pour ne pas perdre cette stabilité financière. Et puis Monique, par contre, c'est autre chose qui la retient. Elle a vraiment peur de perdre la garde de son fils. Ah, et un autre détail, à cette époque, dans les années 50, le divorce était mal vu et alors encore plus quand ça venait de la part de la femme. Donc 2 autres années s'écoulent encore. Alors oui, Monique vit dans leur richesse, elle ne manque de rien, mais elle n'est pas du tout heureuse. Elle se consacre alors essentiellement à son fils, Alain, et elle quitte la maison dès qu'elle le peut, à la moindre occasion pour prendre l'air, pour s'échapper un peu. Elle a maintenant 25 ans et la rupture est totale avec sa belle famille. Encore un conflit de trop et cette fois-ci, plus de retour en arrière possible. Elle veut vraiment quitter cette vie, ça ne lui ressemble pas, ça n'est pas elle. Mais pour Monique, son fils est beaucoup trop jeune, alors elle va attendre encore. Et c'est à cette époque aussi qu'elle va commencer à aller dans les quartiers pauvres de la ville pour aider les personnes dans le besoin. Donc des années passent encore et maintenant Alain est âgé de 12 ans. Monique, elle, en a 31. Elle estime que son fils est assez grand maintenant, alors ça y est, pour elle, c'est le moment, elle souhaite divorcer. Par contre, elle veut rester indépendante. Monique ne veut pas de pension de Pierre. Alors, vu l'éducation qu'elle a eue, on aurait pu s'attendre à ce qu'au contraire, elle demande une pension, mais non, ça n'est pas du tout son style. Et elle ne veut pas non plus que ça soit un autre homme qui l'entretienne. Alors, elle décide de reprendre ses études de médecine après 14 ans d'arrêt.
Pour elle, c'est son salut, c'est ce qui lui permettra de divorcer. Monique veut vraiment rester autonome et surtout libre. Elle s'en veut aussi maintenant, elle regrette d'avoir laissé tomber son rêve depuis toujours, la médecine étant une véritable vocation pour elle. Alors voilà, c'est son projet. Et quel vaste projet dans lequel elle se lance. D'autant plus qu'à l'époque, la place de la femme est bien souvent à la maison. Et même si elle travaille, c'est très rarement dans le domaine médical et encore moins en tant que chirurgien. Pour dire, elle doit limite demander l'autorisation à Pierre pour reprendre ses études. Elle arrive à le convaincre et ils vont vivre comme ça. En apparence, tout va bien, mais en réalité, ils ont chacun leur vie. Ils ne partagent plus rien à part les repas avec leur fils et quelques sorties entre amis. Ils renvoient l'image d'une famille épanouie, mais c'est loin d'être le cas. C'est ce que je dis souvent, on ne sait pas ce qui se passe derrière la porte. Monique tient un rythme de vie très surchargé, donc entre son fils, la fac, les gardes à l'hôpital, la maison à tenir, puisque oui, c'est la femme qui doit tenir à la maison. À cette époque, je précise, pas de nos jours. Elle doit aussi passer des heures à étudier, mais malgré tout ça, elle le sait maintenant plus que jamais. La médecine et plus particulièrement la chirurgie, c'est ce qu'elle veut faire et c'est ce qui la rend vivante, ce qui l'anime. Elle vit dans deux mondes différents, vraiment très contrastés. D'un côté, la souffrance des patients et de l'autre, la richesse et la superficialité. Monique réussira son internat avec succès. Elle est maintenant interne en chirurgie et alors elle y découvre que les femmes, là aussi, sont reléguées au second plan. C'est un milieu très machiste en fait. Mais ça ne l'arrête pas. Elle veut et sera chirurgien, elle le sait. Monique est de plus en plus heureuse et épanouie, la procédure de divorce est lancée, et en plus, ça sera une séparation en bons termes. C'est lors de sa 2e année d'internat, en août, que le divorce sera officialisé légalement, ou plutôt administrativement, et en octobre, ça y est, elle l'emménage à Paris dans un appartement. C'est sa nouvelle vie qui commence, elle est libre. Alors, libre, oui, mais seule aussi, puisque son fils est grand maintenant, et puis c'est aussi un nouveau train de vie auquel elle doit s'habituer. Donc au début, ça n'est pas très évident pour elle, il faut qu'elle prenne ses marques. Elle ne connaît personne, elle n'a plus d'amis, et encore cette mentalité qui fait qu'à l'époque, une femme divorcée, ça n'était pas très bien vu. Elle finit ses 2 dernières années d'internat, puis ses années de spécialisation. Elle obtient son diplôme de chirurgien otorhinolaryngologiste. Donc c'est tout ce qui concerne la sphère ORL. Alors oui, je sais, je montre comme ça, mais au final, vous voyez pas grand-chose. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite, elle trouvera un poste de chef de service dans un centre anticancéreux. Et là-bas, elle est entourée vraiment d'une superbe équipe. Elle travaille pour aider les malades à lutter pour la vie. Ce sont ses mots. Et puis maintenant, ça y est, elle s'est trouvée de nouveaux amis, mais pas seulement, puisque Monique a également rencontré l'amour. Donc elle est maintenant épanouie dans sa nouvelle vie. Elle restera 8 ans dans ce centre, et ce seront 8 années où elle sera vraiment très heureuse. Dans le livre, elle y consacre plusieurs pages. Alors je ne peux pas tout vous raconter car la vidéo va durer des heures sinon. Je ne sais même pas si je vais devoir la couper en 2 parties. Mais ce que je tiens absolument à vous partager quand même, car je trouve que c'est très important, pour elle, l'espoir est primordial. Alors certains se diront qu'on se risque à espérer pour rien. Je sais, j'entends cette phrase-là souvent. Puisque pour ceux qui me suivent depuis un moment maintenant, vous avez compris plus ou moins mon fonctionnement. Mais alors de mon point de vue, ne pas espérer, c'est mourir. En tout cas, c'est ce que je défends, entre autres à travers cette chaîne. Et donc Monique regrette beaucoup qu'aux informations dans les médias, on ne parle du cancer en fait que la plupart du temps représenté par la mort et qu'on ne montre pas tous ces cas de guérison qui existent et qui sont nombreux, je la cite. Le mal du siècle, ce n'est pas le cancer, mais c'est l'abdication. C'est l'homme qui a perdu espoir. Son travail dans ce centre était très éprouvant, physiquement et psychologiquement aussi. Alors après ces 8 années, elle décide d'ouvrir son cabinet de chirurgie esthétique. Sa famille et ses proches le lui ont déconseillé, plus que fortement. Pour eux, Monique fait n'importe quoi. Mais Monique, elle s'en fout. Quand elle a un objectif, elle le concrétise, elle va jusqu'au bout. Les difficultés ne lui font pas peur, au contraire même. Donc durant plusieurs mois, elle se perfectionne dans le domaine de la chirurgie réparatrice et esthétique pour enfin ouvrir son cabinet. Quelques patients viennent tout de suite car elle est connue de par son nom, réputée depuis son poste dans le centre anticancéreux. Monique a tout à fait confiance qu'il faut bien chercher à comprendre ce qui motive les patients qu'elle reçoit car je la cite, «
Si le conflit est psychologique, il se maintiendra malgré la disparition des disgrâces physiques. Elle aborde dans le livre les dérives de la course à la perfection, déjà à cette époque, dans les années 70-80. Alors j'imagine même pas ce qu'elle dirait maintenant si elle voyait tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Lors de ces consultations, Monique confronte ses patients face à cette vérité. Elle en refuse aussi beaucoup et ce qu'elle reçoit lors des consultations, elle prend le temps vraiment d'échanger avec eux et parfois certains du coup arrivent à la conclusion que l'opération finalement n'est pas nécessaire. Monique a maintenant 50 ans, elle n'est plus du tout dans l'attente de faire une grande carrière. D'ailleurs, elle l'a déjà faite. J'aurais pu me passer de vous décrire tout ça, mais j'ai trouvé très important de vous l'expliquer parce que je n'ai pas envie qu'elle soit jugée de la mauvaise manière. Quand on lit son livre, on ressent vraiment que sa démarche est sincère. Son livre est rempli de bienveillance et de maturité. Ah oui, et encore un autre détail, elle a installé son cabinet dans une clinique conventionnée pour que la prise en charge soit plus facile pour les personnes qui ont moins les moyens financièrement. Parce que oui, elle fait de la chirurgie esthétique, mais elle fait aussi de la chirurgie réparatrice. Bref, c'est un sujet délicat, mais très intéressant aussi. Donc voilà, Monique a une vie maintenant très confortable, très stable, avec une clientèle bien établie. Et puis je ne vous apprends rien, le domaine de la chirurgie est un milieu assez lucratif. Donc au niveau matériel, tout va bien pour elle aussi. Elle vit dans un bel appartement et elle est aussi heureuse maintenant puisqu'elle a Jean-Pierre. Et pourtant, malgré cette vie, en apparence, qui aurait tout pour la combler, Monique a toujours dans sa mémoire la Seconde Guerre mondiale. Elle pourrait très bien s'arrêter là, finir sa carrière professionnelle tranquillement dans son cabinet. Mais non, elle refuse de finir sa vie dans ce confort. Elle veut se rendre utile. Elle contacte alors Médecins sans frontières. Ils la font venir pour un entretien qui se passera très bien. Et suite à ça, elle postule pour des missions au Nicaragua, en Amérique centrale. Mais les missions sont toutes complètes. Alors on lui propose de partir en Érythrée, en Afrique de l'Est. Mais finalement, cette mission ne verra jamais le jour. Monique est alors très déçue. Elle veut vraiment partir faire de l'humanitaire. Son fils va alors lui offrir un voyage pour New York en 1979. Il veut lui changer les idées, il veut la faire relativiser sur son envie de partir en humanitaire. Et là-bas, finalement, c'est l'inverse qui va se passer. Elle se rendra aux chutes du Colorado et elle y découvre l'Amérique profonde pendant 1 mois. À son retour, elle prend encore plus conscience qu'elle veut aider les autres et toujours se souvenir des Juifs qui ne la quittent pas. Et un soir, alors qu'elle est chez elle, tranquillement en train de regarder la télévision sur le canapé, elle tombe sur un reportage parlant du Cambodge. Et là, elle y voit des images des Khmers rouges, de leur génocide. Et tout ça la renvoie à ce qu'elle a vécu, vu pendant son enfance, durant la Seconde Guerre mondiale. Le reportage provoque en elle un véritable déclic. Ce soir-là, Monique se le promet. Elle ne veut pas rester là sans rien faire comme pour les Juifs. Elle veut partir secourir les réfugiés khmers. Je la cite. « Il faut que je parte là-bas, dans les camps, pour aider ceux qui n'ont rien, ni personne, pour se venger sur l'histoire en refusant l'oubli. » Monique n'a aucune hésitation. Ce soir-là, elle est sûre d'elle, elle n'a pas peur de quitter tout son confort matériel, toute sa vie équilibrée. Elle a tout, ils n'ont rien. Son entourage ne comprend pas pourquoi abandonner sa vie, cette sécurité, dans un contexte aussi difficile et dangereux. Surtout à cet âge-là, Monique est une quinca maintenant. Son fils, Jean-Pierre, ses collègues, ses amis, tous essayeront de l'en dissuader, mais elle ne change pas d'avis, elle veut partir. Par contre, dans le livre, elle explique que ne rentre pas dans l'humanitaire qui veut, du moins pas dans des missions aussi dangereuses. Il faut être qualifié professionnellement, normal, prouver sa grande motivation, avoir une force physique puisque dans les conditions sur le terrain ça va être très difficile, et il faut démontrer sa grande intégrité morale. Et bien sûr, dernier point et pas des moindres, il faut être disponible pour pouvoir partir à tout moment. En septembre 1979, Monique rentre en contact avec le cirque à Genève, le Comité international de la Croix-Rouge. Je vous renvoie à une de mes vidéos précédentes pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais Monique n'est pas suisse, alors on la renvoie sur la Croix-Rouge française. Mais là encore, toutes les missions sont complètes. Monique est encore très déçue, elle veut vraiment partir, et elle doit attendre donc qu'une place se libère. Et elle attendra 4 mois. C'est donc en février 1980 qu'enfin elle va partir dans une mission humanitaire. Elle est âgée maintenant de 53 ans. Elle est heureuse, elle appréhende aussi un peu, ce qui est normal car elle va partir pour Bangkok. Il y a des zones de combat là-bas, c'est vraiment très dangereux. Arrivée sur place, Monique pose ses bagages à l'hôtel et elle se rend en taxi au quartier général de la Croix-Rouge. Sur place, elle reçoit le badge du cirque. Elle explique dans le livre que c'est à cet instant précis qu'elle s'est sentie très émue
parce qu'elle a compris que c'est maintenant que sa vie allait prendre un tout autre tournant et qu'elle allait faire partie d'une action humanitaire de grande envergure. Elle doit ensuite déposer tous ses bijoux et ses traveler chèques qui vont être gardés en lieu sûr. Voilà, ça y est, sa mission commence maintenant et elle s'est engagée pour 3 mois. C'est à bord d'un car qu'elle fera le trajet pour rejoindre la province de Sakeo. Après 3 heures de route à travers les rizières, les étangs, les cabanes sur pilotis, Monique découvre l'endroit où elle va œuvrer. Elle est accueillie par un ancien radiologue, Rémi, et un colonel à la retraite. Elle dépose ses sacs dans une maison qui se situe à 4 kilomètres du camp où elle travaillera. Et c'est là qu'elle dormira avec les autres bénévoles de la Croix-Rouge. C'est une maison en bois, les tailles vivent dans la même pièce, mais là, pour les Occidentaux, on a aménagé des cloisons. Monique découvre sa chambre sans fenêtre avec un matelas posé sur un lit de camp, un oreiller dur comme de la pierre et le tout protégé par une moustiquaire. Monique est heureuse de son nouveau logement, elle s'y sent bien. Rémi la met dans le contexte tout de suite. Avant de se rendre au camp, il lui explique qu'en tant que nouvelle venue, elle ne doit pas trop s'imposer, ne pas donner d'ordre non plus aux autres médecins qui sont sur place déjà depuis plusieurs mois, et en plus elle remplace un chirurgien qui était très apprécié. Elle devra trouver sa place dans l'équipe. Et puis alors, ça n'est pas tout. Attention, j'étais plutôt choquée quand j'ai lu ça. Enfin, en tout cas, je m'y attendais pas du tout. Donc en fait, elle explique dans le livre que même là-bas, en mission humanitaire, parmi les bénévoles et les professionnels comme elle, eh bien, c'est un milieu aussi très machiste. Alors, pour rappel, nous sommes dans les années 80. Déjà que de nos jours, les mentalités, parfois, trop souvent encore, ne sont pas terribles à ce niveau-là. Alors il y a 40 ans. Donc Rémi, voilà, lui fait comprendre que son intégration sera plus difficile que pour un homme, mais il lui dit qu'elle va réussir. Voilà, alors Monique grimpe derrière lui sur sa moto et les voilà partis dans le camp qui se trouve à quelques kilomètres. Quand ils arrivent, elle découvre un camp entouré de barbelés et l'armée thaï qui est là pour surveiller les entrées et les sorties. Tout est noté dans un cahier. Derrière les barbelés se trouvent des paillotes brûlées et 30 000 rescapés du génocide. Monique revoit à ce moment-là, dans son esprit, les images du reportage qu'elle a vu à la télé. Maintenant, ils sont là, devant elle. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Elle voit qu'ils semblent bien nourris. Les enfants courent et crient devant elle « Hello, bye bye ». Ils rient. En fait, l'ambiance générale surprend Monique car il semble heureux. Elle voit des femmes qui cuisinent autour d'un feu de camp, d'autres qui cherchent au sol des pousses de soja, des hommes qui s'entraident à la construction de nouvelles paillotes. En fait, les habitants ont repris leur vie, commencent à reprendre leur vie. Ils reconstruisent leur vie malgré l'horreur qu'ils viennent de subir. Alors vous savez que j'aime partager des phrases, des livres directement, mot à mot, pour ne pas du tout modifier ou interpréter le sens. Donc là, je vais vous partager un extrait qui mérite d'être lu tel quel. La plus grande force de l'homme est sa faculté d'adaptation. Ce camp en est le plus bel exemple. Comment un peuple massacré, martyrisé pendant des années, a-t-il pu en quelques mois retrouver un dynamisme tel qu'il a recréé dans des conditions extrêmement rudes un soupçon de l'atmosphère de son passé, grâce à l'aide humanitaire, mais surtout grâce à leur volonté farouche. Ils ont survécu à la haine et leur présence ici est leur plus belle leçon de courage. Monique arrive dans une zone qui s'appelle la zone des wards. Alors un ward, ça représente une spécialité médicale, c'est-à-dire qu'il y a le ward pédiatrique, le ward de la médecine générale, le ward chirurgical, etc., etc. Monique, elle, sera affectée au ward de chirurgie. Bien sûr, les installations, vous vous en doutez, sont plus que sommaires au sol, c'est des graviers, des lits de camp qui sont recouverts juste d'une natte en paille, et le tout est à l'intérieur de paillotes. L'endroit, par contre, où on opère les blessés a été construit en contreplaqué. C'est le seul endroit dans le camp aussi moderne, si je peux dire ça comme ça. Donc Monique découvre son nouveau lieu de travail, mais également ses nouveaux collègues. Et pour l'instant, ils restent tous très froids avec elle. Seule une infirmière l'accueille quand même avec le sourire. Mais elle est là, pour les malades et les blessés avant tout. Le soir, elle est de retour à la maison qui lui sert de dortoir avec les autres bénévoles. Et à sa grande surprise, elle y voit un visage qu'elle connaît très bien, celui de Nelly. Elles étaient étudiantes ensemble à la fac et elles sont très surprises de ce hasard et très heureuses. Tout le monde dînera ensemble et ils fêteront le départ de Rémi. C'était son dernier jour de mission. Dès le lendemain, Monique ira louer une moto pour se rendre au camp. Elle rejoint son ward et elle commence tout de suite avec un enfant. Et puis les blessés vont s'enchaîner toute la journée. Les premiers jours, elle doit apprendre à travailler dans des conditions très rudes. Il va falloir qu'elle s'acclimate,
qu'elle s'adapte. Et plus les jours vont passer, plus elle va réussir à se faire à son nouvel environnement. Donc le matin, c'est les visites des malades et l'après-midi, c'est réservé en fait aux opérations. La plupart des patients sont des blessés sans gravité, mais parfois il y a quand même de grands blessés de guerre. Je vous en parlerai un peu plus tard. Monique commence aussi à connaître quelques mots de Khmer à force d'être en contact quotidien avec les patients et les habitants. Et au milieu de son travail, elle voit le camp qui continue à vivre. Les enfants vont à l'école, les femmes accouchent, donnent la vie. Tout ce petit monde continue de vivre tant bien que mal. Elle s'adapte très bien dans sa nouvelle vie, même si les conditions sont difficiles. Je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas s'en rendre compte. Donc je vais quand même vous décrire ce qu'elle explique dans le livre. Le soir, dans sa chambre, il n'est pas rare qu'elle y trouve des scorpions. Niveau alimentation aussi, il faut être très vigilant et veiller à ne pas attraper le paludisme ou la dengue. Et puis le climat, la chaleur est écrasante. Elle travaille jour et nuit. Physiquement, c'est très difficile. Et même si elle s'adapte bien, son intégration au niveau de ses collègues bénévoles hommes reste toujours compliquée. Et pourtant, elle garde à l'esprit que malgré les tensions, ils sont tous là pour la même raison. Aider la misère du monde. Ils ont tous le même moteur. Je la cite, adoucir les plaies d'un monde en détresse. Ce qui malheureusement est toujours d'actualité 40 ans plus tard, comme tous les autres domaines qu'elle aborde dans son livre d'ailleurs. Donc voilà, chaque bénévole a 1 jour et demi de repos par semaine, mais la plupart enchaînent les semaines sans coupure. Comme ça, ils cumulent pour pouvoir bénéficier d'un week-end complet. Monique voit des blessés dans des états épouvantables. Un jour, c'est un homme qui est amené dans son ward, et c'est un blessé de guerre. Il a reçu une balle dans la tête. Il est très amoché. Je ne peux pas tout vous dire, sinon YouTube va censurer. Alors, entre autres, il a des éclats d'obus dans le dos, un coude arraché et une énorme blessure à la tête. On va dire ça comme ça pour rester soft. L'homme est encore en vie et Monique réussira à le sauver. Chaque fois que les bénévoles sauvent une vie, guérissent un malade, ils fêtent ça, ils en ont besoin pour tenir dans toute cette horreur. Chaque victoire est importante. Et dans toute cette horreur, Monique reçoit énormément des habitants et des malades. Quand elle quitte le camp en moto, les enfants lui crient « Hello Monique, hello !» Et elle explique aussi dans le livre que les malades se plaignent que très rarement, malgré les pires douleurs qu'ils supportent, puisqu'il y a peu de moyens pour les soulager, pour les soigner. Donc, côté Antalgie, antidouleur, c'est très restreint, mais non, ils ne se plaignent pas, ils encaissent, ils supportent la douleur. Un jour, Monique attrape la dengue. Alors, c'est une maladie transmise par les moustiques. Ça lui vaudra 1 semaine de fièvre très forte et ça l'affaiblira beaucoup. À ce moment-là, elle va commencer à douter et à perdre le moral. Elle pense en tout cas à rentrer chez elle. Mais dès qu'elle revoit les malades l'accueillir avec le sourire, elle ne pensera plus à partir. Monique est là pour aider et elle compte bien aller jusqu'au bout de ses 3 mois de mission. Après cet épisode de flottement, retourner dans son pays ne lui traversera plus l'esprit un seul instant. Elle se dévouera totalement au Khmer et elle continuera à sauver des vies malgré l'ambiance qui ne s'arrange toujours pas entre les bénévoles masculins et elle. Franchement, j'étais choquée, voire même en colère de lire ça. Déjà au début, c'est dur à comprendre, mais là, il y a quand même plusieurs jours qui se sont écoulés. Et même si ça se passe dans les années 80, moi ça me choque de lire des trucs pareils. Et puis finalement, un jour, suite à une énième tension, il va y avoir un très gros clash. Tout le monde va vider son sac sans prendre de pincettes. Tout le monde va vraiment se dire ses 4 vérités. Et c'est après ça que tout va se détendre. C'est ce qu'elle explique dans le livre. Comme quoi, lors de sa mission, Monique assiste aussi à des retrouvailles de familles qui ont perdu un proche, exactement comme dans la vidéo où je vous parle des retrouvailles grâce à la Croix-Rouge. Elle assistera à ça en vrai. Elle raconte aussi qu'en Thaïlande, il faut savoir rester humble devant la misère et respecter les traditions et les ignorances de l'autre. Alors les ignorances, c'est dans le sens ne pas arriver avec ses gros sabots d'Européens, d'Occidental qui sait tout, qui sait mieux que ses habitants, car il y a un véritable échange entre les Khmers et les bénévoles. Ces derniers enseignent aux habitants qui souhaitent devenir aides-soignants et les Khmers, eux, transmettent leurs connaissances sur les plantes, par exemple. Monique rencontrera d'autres Français, un psychiatre et un kiné Bernard. Alors lui, Bernard est arrivé seul, sans association. C'est une démarche qu'il a fait en solo. Faut quand même être assez courageux pour faire ça. Et heureusement qu'il est là, puisqu'il est vraiment d'une aide précieuse pour les malades. En fait, il construit des ateliers de rééducation avec les moyens du bord. Donc, comme il pouvait, car niveau matériel, c'est très limité. Et en voyant tout son investissement, il sera engagé par le cirque pour créer d'autres centres et dans d'autres pays du monde entier. Voilà, maintenant les 3 mois sont passés, les bénévoles commencent à repartir.
Les Khmers ont repris leur cours de leur vie. Un hôpital japonais a même été construit à quelques kilomètres du camp. C'est le 20 mai que Monique dira au revoir à ses patients. Elle pleure, le départ est très difficile, mais elle repart avec une certitude. Elle veut partager cette richesse qu'elle a reçue pendant ces 3 mois auprès des Khmers. Après quelques semaines de repos pour récupérer, Monique retourne à son cabinet. Elle reprend sa vie. La mission en Thaïlande l'a profondément changée. Puis un jour, lors d'une consultation, elle ressent d'un coup comme une violente brûlure, d'un coup comme ça au niveau du bras gauche. C'est si fort qu'elle crie. Elle regarde son bras, mais il n'y a pas de marque, rien. La douleur a été très soudaine, mais elle est repartie aussi vite qu'elle est apparue. Monique n'y pensera plus et elle enchaîne les journées au travail, la vie reprend son cours. Mais quand même, depuis 15 jours, elle sent que quelque chose ne va pas. Monique a des maux de tête qui ne la quittent plus. Elle pense au début avoir fait comme une sorte d'insolation, puisqu'elle a passé quelque temps au soleil. Mais les brûlures reviennent, alors elle commence à s'inquiéter. Et puis ça sera la fatigue et des douleurs de plus en plus fortes au bras. Alors elle décide à faire un bilan sanguin pour les maladies tropicales. Et là, le résultat tombe, elle est toujours positive à la dengue. Monique se rend alors dans un hôpital à Paris pour effectuer un check-up complet et là-bas elle sera hospitalisée. Lundi, les symptômes continuent d'évoluer, car maintenant elle est aussi une perte de sensibilité de son bras gauche et de sa jambe gauche. Mardi, en quelques heures seulement, elle devient hémiplégique du côté gauche de son corps. Mercredi, elle a maintenant des douleurs dans les 2 jambes et sa jambe droite est aussi paralysée. On lui fait des examens durant tous ces jours et pour l'instant on ne trouve pas du tout ce qu'elle a, car la dengue ne provoque pas ces symptômes. Jeudi, les douleurs sont encore plus fortes et à partir de la fin de semaine, elle se retrouve complètement dépendante. Elle ne peut même plus se laver, elle perd toute son autonomie. Alors vous voyez la rapidité de la dégradation de son état de santé. Eh bien Monique garde la foi. Elle est inquiète, oui, mais elle garde confiance. Voilà son état d'esprit, je la cite. Craquer un cocon avec des ailes brisées, c'est difficile, mais c'est le seul moyen de jaillir à la vie. Monique n'est pas du genre à rester sans rien faire, elle ne peut plus marcher ni se servir de son bras gauche, alors elle décide de prolonger le combat qu'elle a mené en Thaïlande, mais de sa chambre d'hôpital. Elle veut s'occuper maintenant du rapatriement des réfugiés cambodgiens. Elle passe ses journées au téléphone, sa chambre est devenue un véritable bureau, et elle va même réussir à y faire venir le comité d'entraide des Cambodgiens. Et au fur et à mesure que les jours passent à être coincée dans sa chambre, elle devient la confidente des brancardiers, des inconnus. Elle se sent bien, malgré ses douleurs. Je vous partage un autre extrait du livre, parce que je ne veux pas que vous pensiez que j'exagère. Je suis devenue une tétraplégique heureuse. Les jours se suivent et ne se ressemblent toujours pas, sauf pour la douleur qui, elle, est encore là. Cela fait maintenant 1 mois que Monique est hospitalisée. Elle commence à s'ennuyer. C'est un médecin, coincé sur un lit d'hôpital. D'habitude, c'est elle qui ausculte. 3 mois. Ça n'avance toujours pas. Les médecins ne trouvent toujours pas quel mal la ronge malgré tous les examens et malgré son statut de médecin, elle n'a pas été mieux traitée pour autant. Au contraire même, puisqu'il y a un certain malaise de la part de ses confrères face à elle. Beaucoup l'évitent, car admettre qu'ils ne savent pas ce qu'elle a, c'est difficile pour eux. La seule certitude à ce stade, c'est qu'il y a un rapport entre la dengue qu'elle a attrapée en Thaïlande avec son état actuel. Mais ça n'explique pas tout. Donc Monique ne sait pas si elle va pouvoir à nouveau réexercer un jour, si sa santé va s'améliorer. Et puis finalement, petit à petit, sans raison apparente, elle commence à recouvrer la santé. Elle retrouve un peu de sa sensibilité au niveau des membres. La douleur devient supportable et surtout, elle réussit à bouger ses orteils. Et là, je prends le temps de vous raconter un petit passage du livre. Je me dis que la vidéo va être très longue. Peut-être trop, mais tant pis, je verrai au montage après. Ça fait plusieurs semaines que les infirmières massent Monique au niveau de ses escarres. Elles font ça avec un liquide qui se trouve dans une petite bouteille qui est là dans un coin de la chambre. Un jour, les femmes se disent que c'est quand même étrange parce qu'il n'y a aucune odeur. Alors elles sentent à même la bouteille, mais rien. Monique prend la bouteille, elle sent aussi, mais aucune odeur. Alors Monique, elle goûte pour voir. Et là, surprise, c'est de l'eau. Alors elle jette le flacon à la poubelle. Et quelques jours après, la sœur de Monique lui rend visite. Et c'est là qu'elle apprend que c'était elle qui avait amené cette petite bouteille. Monique apprend qu'à l'intérieur, c'était de l'eau de Lourdes. Alors n'y voyez aucune allusion de ma part, chacun est libre de penser ce qu'il veut. J'ai surtout trouvé cette anecdote très belle et assez amusante. D'ailleurs, elles en riaient toutes. Donc voilà, Monique reprend peu à peu des forces, son moral est revenu et maintenant elle assume totalement d'être paraplégique.
Durant tous ces mois, la Croix-Rouge pour qui elle a travaillé est présente pour la soutenir. Monique ne peut plus marcher, ne peut plus opérer, mais elle veut être utile et se consacrer au bonheur des autres. La maladie lui a appris à voir la vie autrement. Tous ces gestes d'amour, de bienveillance qu'elle reçoit. Elle veut transmettre l'espoir, car une vie sans espoir peut tuer. Monique a chassé les nuages de son cœur, car dans toute épreuve, il reste toujours un petit coin de ciel bleu. Ce sont ses propres mots. Le livre finit comme ça. Je n'ai pas retrouvé beaucoup d'informations sur l'après, mais si j'ai bien compris, chronologiquement, on a fini par lui diagnostiquer de quoi elle souffrait. C'était une PPR, une pseudo-polyarthrite rhizomélique. C'est une maladie auto-immune qui provoque des douleurs au niveau des articulations et des tendons. Comme vous l'avez vu, tout le long de la vidéo, Monique est vraiment une femme incroyable, pleine d'amour à partager, et c'est une battante. Je ne sais pas si elle a pu réexercer la chirurgie après. En tout cas, je sais qu'elle repartira dans des missions humanitaires, notamment en Éthiopie, et elle deviendra psychiatre. Toute cette vidéo, je l'ai tirée de son premier livre, sorti en 1981, Chienne de vie, je t'aime. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est que son dernier ouvrage, sorti en 2005, s'intitule « Je t'aime encore la vie ». Elle a écrit plusieurs livres sur sa vie, sur l'hôpital, ses missions humanitaires. Monique s'est éteinte en 2016 à l'âge de 89 ans. Avant de terminer, j'aimerais revenir sur un point qu'elle aborde dans le livre, que je trouve lui aussi très important. Je pense que si vous êtes toujours là, vous avez vu que son livre, son histoire aborde tellement de choses qui sont encore d'actualité, malheureusement. J'aurais pu en parler pendant des heures encore. Monique rappelle que les actions humanitaires ne servent pas à rien. On ne voit pas le travail qui est fait sur place, on ne se rend pas compte. Alors elle explique qu'entre octobre 79 et mai 80, grâce à la Croix-Rouge et à d'autres associations bien sûr, le taux de mortalité en Thaïlande est passé de 50 à 2 par jour. Voilà, c'est un livre que j'ai dévoré. Là aussi, je ne peux que vous le conseiller. Il est très enrichissant, d'actualité. Ce livre amène à certains questionnements sur soi, sur le sens que l'on donne à sa vie, sur la société, le monde, l'humain au sens le plus large. Je vous mets en barre de description le lien pour acheter son livre. C'est un lien d'affiliation, mais je vous rassure, ça ne change absolument rien sur le prix du livre. C'est juste que je toucherai 1 ou 2 centimes, ce qui me permet, comme je l'ai déjà expliqué, de faire une cagnotte pour pouvoir m'acheter d'autres livres. Si vous êtes toujours là, je vous remercie beaucoup, car ça va être une vidéo très longue à mon avis. J'espère sincèrement que cette histoire vous aura plu et qu'elle vous aura touché autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça soutient mon travail. J'ai trouvé que c'était une très belle philosophie de vie, un très beau témoignage. Elle m'a impressionnée tant sur son parcours personnel que professionnel. Elle n'a pas hésité à quitter à plusieurs reprises une vie confortable pour rester en accord avec elle-même. Monique était une grande dame, une de ces femmes dont le monde aurait vraiment encore grand besoin aujourd'hui. Ce livre va rejoindre ceux qui m'ont marqué et qui me permettent d'avancer avec toujours cette foi en l'humanité. Pour le format, alors surtout, n'hésitez pas à me dire au niveau du son si ça a été pour vous, parce que ce sont encore de nouveaux réglages. Au niveau du visuel, on va partir comme ça pour le moment. J'essayerai d'arranger, d'améliorer au fur et à mesure, mais dans mon petit appart, ça va quand même être assez compliqué. Bon, je ne m'éternise pas plus pour la conclusion. Je voulais juste terminer avec une dernière citation de Monique. Alors, je vous laisse ici. On se retrouve bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!